Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de veille et de curation de contenu pédagogique. Donc, on va rester dans le domaine de la formation et voir ensemble comment au mieux sélectionner des ressources et faire face un petit peu à l'info-obésité qui règne sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, peut-être s'arrêter sur les définitions de la veille et de la curation. La veille, c'est un terme qui commence à être connu de tous, hein. C'est simplement le fait de rechercher des données, de les collecter, d'essayer d'avoir une catégorisation aussi qui se fait par la suite une fois que l'analyse a été faite, suivant les objets qui ont été déterminés par la personne responsable de la veille et suivant le besoin des entreprises, des centres de formation. De l'autre côté, la curation, c'est également de la veille, mais je dirais que c'est de la veille avec une valeur ajoutée, puisqu'il s'agira de travailler d'une manière rédactionnelle sur l'information qui aura été sélectionnée. Donc, on va éditorialiser et contextualiser l'information pour lui donner une importance beaucoup plus ciblé, au plus près des besoins du public qui lira les résultats de cette veille. C'est pour ça qu'il est important maintenant de faire la différence entre de la veille classique qui ne sera en fait que une diffusion d'articles sélectionnés avec une veille curative, donc avec cette curation qui aura été faite et qui apportera une analyse faite par le curateur. Alors, un premier sondage, quels sont les outils que vous connaissez en matière de veille si vous faites déjà de la veille? Qu'est-ce qu'on a comme résultat, comme nom d'outils qui apparaissent? On voit au centre un outil très utilisé par les centres de ressources des centres de formation, donc NetVibes, qui existe déjà depuis un certain temps et qui a modernisé son approche. C'est vrai qu'il a été complètement remis au goût du jour et que l'on peut tout à fait utiliser dans un contexte de formation. Il est accessible aux apprenants, mais il peut être accessible pour un travail pédagogique en équipe et il permet de récupérer des informations via des flux RSS. Des flux, ce sont des fichiers d'information, des fichiers texte, en fait, c'est tout simplement ça. On peut les récupérer directement et les visualiser. On n'a pas besoin d'avoir de compétences en informatique. Et on peut, d'autre part, ajouter tout type d'informations, que ce soit de la vidéo, des objets embarqués, du texte, des images. Donc, c'est vraiment un outil approprié à la veille. Donc, vous l'aviez repéré. Également, le Scoopit. Scoopit, c'est un outil un peu plus récent qui, qui, qui est très pratique pour diffuser, faire connaître des newsletters ou des informations. Et c'est l'outil type pour faire de la curation. Autant NetVibes, ça sera plus de la veille, que Scoopit, c'est beaucoup utilisé pour faire de la curation, puisqu'on a un espace qui est réservé pour ajouter des commentaires sur la ressource trouvée. Donc, c'est un outil qui permet une veille automatique ou une veille manuelle, mais à chaque fois, sur chaque scoop, on pourra ajouter du rédactionnel. Ensuite, comme outil vraiment qu'on pourra appeler outil de veille Feedly, vous avez Pearl Trees, en effet, qui permet également de créer une veille collaborative sur cet outil, puisque vous pouvez créer des équipes pédagogiques sur certains sujets. C'est dans la formule gratuite. Pour NetVibes, on aura la possibilité de le faire aussi de manière collaborative, mais dans une formule payante. Sinon, InnoReader, aussi un outil qui est vraiment consacré aussi à la veille. Et TweetDeck pour les tweets sur Twitter. Sinon, on aura d'autres outils qui ne sont pas forcément des outils vraiment de veille, mais qui
permettent de créer et d'aller à la recherche des informations, ça va être les moteurs de recherche comme Google ou des sites un peu plus spécialisés. Evernote qui permet de récupérer aussi des informations, des outils que je ne connais pas forcément, KB-Crawl, Crawl, qui permettront sans doute de trouver ces informations ou alors d'aller chercher l'information. Mais l'information est à trouver partout, hein, sur Facebook, sur des réseaux de formateurs comme Communautique. Et, donc voilà déjà un aperçu de ce qu'il est possible d'utiliser comme outil pour faire de la veille. Donc, ce sont des outils qui servent à faire de la veille en général, mais pourquoi pas de la veille en formation. Alors la veille, il en existe différents types. On parlera de veille concurrentielle, parfois quand on veut observer ce qui se passe sur un secteur particulier, sur le marché. Une veille numérique concernant l'usage du numérique en formation. La veille qui sera sur des ressources, donc beaucoup plus pédagogique, ou technologique en ciblant des outils ou des supports informatiques qui permettront d'utiliser des ressources d'apprentissage. La veille technologique, ça peut être sur le fait de réaliser des vidéos avec un smartphone, d'avoir un écran vert par exemple, ou de faire de la réalité virtuelle, les casques 3D, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui pourraient passer sous le crible de la veille technologique. Concernant le public, ça c'est important, c'est vraiment une des premières questions à se poser. Pourquoi fait-on de la veille? Pour quel public? Et ça va déterminer aussi l'outil qu'on va utiliser. Est-ce que l'on veut faire une veille plutôt personnelle ou est-ce que l'on a besoin de créer une veille collaborative avec des collègues, avec l'équipe pédagogique, peut-être aussi transdisciplinaire, ou une veille vraiment pour les apprenants qui pourront leur servir de plus par rapport aux supports de formation qui seront diffusés sur leur parcours. Donc la stratégie, c'est une des premières choses à avoir en tête lorsqu'on se lance dans la veille. C'est vrai que pour le formateur, c'est le premier concerné, c'est lui qui est au contact de la formation, des apprenants, et donc il va devoir se remettre en question et s'aider de cette veille pour s'outiller, pour gagner du temps, regarder ce qui se fait à l'extérieur, développer ses propres compétences, ses habiletés numériques, s'adapter aux nouvelles évolutions et voir un petit peu les nouvelles méthodes pédagogiques, les classes inversées par exemple, qui permettront de travailler différemment, de voir toutes ces nouvelles pratiques. Donc déjà, la veille, elle fait partie des nouvelles compétences du formateur, hein. C'est le formateur numérique a besoin de cette compétence de veille. C'est ce qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer. Maintenant, la veille ne s'arrête pas simplement aux formateurs. Elle va être aussi un enjeu pour les organismes de formation puisque elle fait partie du référentiel national de qualité, donc de Calliope, puisqu'on la voit apparaître au niveau de l'indicateur 25 du critère 6, hein, qui correspond à l'inscription et l'investissement du prestataire dans l'environnement professionnel. Et on a bien, à un moment donné, cet indicateur qui précise que le prestataire de formation doit réaliser une veille sur des innovations pédagogiques et technologiques. Alors, il ne doit pas s'arrêter non plus à la veille. Ce qui est attendu et ce qui sera relevé, c'est le fait de pouvoir transférer cette veille en quelque chose de concret au niveau des formations qui seront produites par les formateurs. Donc, elle doit permettre une évolution des prestations, du centre de formation en lui-même et se servir de ce qui a été vu et repéré pendant la veille.
Donc, ce n'est pas simplement s'abonner à des lettres d'information, donc ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de se servir de ce qui a été lu et présenté et de le mettre en action. Donc le centre de formation lui-même doit se mettre en action par rapport à la veille pédagogique et technique. Pour permettre de faire cette veille, comment va-t-on procéder? Alors, il y a plusieurs moyens, bien sûr, de procéder. Déjà, on peut voir une méthodologie en 3 points. Recevoir ou aller chercher l'information. Une fois qu'on a cette information, il va falloir trouver des moyens de la stocker, de trier les informations repérées et ensuite de les rediffuser. À chaque fois, on aura des outils différents qui nous permettront de travailler sur ces 3 pôles. En effet, quels vont être les bons outils et les outils les plus faciles à prendre en main pour pouvoir faire cette veille? Chacun aura des affinités avec un ou un autre outil. Je conseillerais de commencer par le plus simple, par exemple Google Alert, qui vous permet de recevoir les informations à partir de mots-clés directement dans votre boîte mail. Si vous vous sentez vraiment à l'aise avec ce qu'on appelle les flux RSS, donc ces flux d'actualité, ou si vous voulez voir comment se comportent les différents outils de veille, allez sur le site qui est donné en lien sur cette diapositive, qui vous offre un comparatif des différents outils de veille. Et vous pourrez donc trouver celui qui correspond à votre manière de travailler, à votre besoin et à la stratégie que vous avez développée. Si vous souhaitez avoir un outil de veille personnel et garder ces informations pour vous, ou si au contraire, ensuite, vous avez besoin de diffuser cette veille et d'avoir une veille assez réactive que vous devez régulièrement transmettre à vos collègues. Donc on a voilà, ces outils de base et également maintenant, vous avez sans doute vu certains sites qui vous proposent des notifications. Donc ces notifications arriveront sur votre ordinateur lorsqu'il y aura des nouveautés. Donc c'est un petit peu plus difficile à gérer parce qu'on peut se laisser envahir par toutes ces notifications, donc à manipuler peut-être avec parcimonie. Alors, le premier outil indispensable, presque incontournable pour faire de la recherche, parce qu'il est basé sur quelque chose un moteur de recherche très puissant, très sophistiqué, au moins pour découvrir comment fonctionne la recherche, c'est de travailler avec Google. Donc, Google se base sur des opérateurs booléens qui sont de simple à avancé. Alors simple, ça va être tout simplement par exemple les parenthèses, avoir des expressions, rechercher une expression comme par exemple farine de blé avec les 3 mots et ces 3 mots apparaîtront vraiment ensemble. Si vous enlevez les parenthèses, vous pourrez avoir des résultats de recherche avec soit farine à un endroit du texte et puis blé qui sera un peu plus loin. Si vous ne voulez que des résultats sur la farine de blé sans inclure la farine de blé noire, il faudra enlever l'adjectif noir avec le moins accolé à l'adjectif. Voilà, ça c'est un exemple. Vous recherchez toute la liste des opérateurs booléens, vous verrez qu'il y a beaucoup de moyens de sélectionner les types de recherche et de nombreux tutoriels existent également pour prendre en main ces opérateurs. La recherche un peu plus sophistiquée avec des algorithmes de recherche avancés va se faire avec un algorithme qui s'appelle InURL qui permet de rechercher dans l'adresse Internet pour savoir si cette adresse comprend des mots qui nous intéressent. Si on recherche des exercices de déclinaison en allemand, est-ce que par hasard, une page web aurait ces mots-là vraiment dans son URL? À ce moment-là, on va rechercher en tapant
taper une URL, 2 points, et on aura les mots peut-être qui apparaîtront, soit tous les mots ou soit un des 3 mots donnés. Donc c'est à connaître si on veut travailler rapidement. Ne vous inquiétez pas si vous ne rappelez plus. Vous avez, quand vous faites votre recherche, une barre de menu qui vous rappelle comment filtrer tous vos résultats. Le filtre apparaît quand vous cliquez sur Outils. Vous allez pouvoir déjà dans un premier sous-menu faire une sélection par pays, par langue, suivant la date. Donc ça, c'est un outil que j'utilise très régulièrement. Quand vous faites de la veille, vous avez besoin de connaître les derniers documents publiés. Donc c'est sur ce sous-menu que vous allez souvent cliquer. Et ensuite, ce sera au niveau des paramètres. Au niveau des paramètres, qui se trouvent également juste à côté d'outils, vous avez accès à la recherche avancée. Et la recherche avancée, c'est en fait la page de filtre où vous allez retrouver le in-URL qui filtre dans les URL, mais également un filtre qui vous permet de rechercher par format. Je vais peut-être vous partager ici en direct. Alors, on va se connecter. Je vais aller voir peut-être sur un écran de partage qui soit un site internet. Voilà, donc je suis sur la page internet de recherche de Google. Je vais par exemple rechercher un tutoriel de veille. Pas forcément de veille documentaire, tout simplement de veille. Et je voudrais ne rechercher que des tutoriels qui soient sous format PDF. Donc si je mets PDF, je vais peut-être avoir certains résultats, mais en fait, je vais avoir des résultats qui me donnent à la fois tutoriel, veille et PDF, mais qui ne sont pas forcément des PDF. Vous voyez, par exemple, celui-ci, 10 cours sur la veille commerciale, j'arrive sur une page internet, donc on n'est pas directement sur le PDF. Pour que ça soit vraiment une recherche qui soit profitable, qui vous permette vraiment d'être efficace, vous allez directement aller, donc par exemple, on va prendre ceux d'il y a moins d'1 an pour rester assez large. Je vais enlever le PDF, je ne sais pas pourquoi il s'est remis. Et je vais aller dans la recherche avancée, donc elle se trouve donc à côté d'outils, recherche avancée. Et là, à chaque fois, PDF revient, mais je vais l'enlever et je vais aller tout en bas de la page où je retrouve un type de fichier, tous les formats, et je choisis PDF. Et donc, j'ai bien ici ma recherche avancée qui va me donner que des PDF. Vous voyez qu'on a ces informations qui sont directement associées au résultat de ma recherche. Donc, on est resté assez vague, un tutoriel de veille, on n'a pas parlé d'outils, on n'a pas parlé de stratégie. Donc, on a déjà beaucoup d'informations. On pourrait avoir une recherche beaucoup plus fine en réfléchissant aux différents, par exemple, aux différents mots-clés. C'est sur quoi je voulais m'arrêter, voilà, aux différents mots-clés avant de commencer la recherche. Car ce qui va déterminer la richesse de vos résultats et l'efficacité de votre recherche, c'est cette réflexion préalable par rapport à des synonymes, des mots-clés qui sont associés à votre recherche. Imaginons que vous recherchez une ressource. Vous voyez que c'est assez vague. Une ressource, ça peut être un cours, ça peut être une étude de cas. On peut parler aussi d'objets d'apprentissage, d'objets pédagogiques, d'enseignement.
Et les Québécois parleront d'objets technopédagogiques et on trouvera des résultats très pertinents en utilisant aussi leur vocabulaire. Donc, avant de commencer, posez-vous ces questions. Vous avez votre stratégie, mais que recherchez-vous, hein? Sur quels mots-clés allez-vous vous arrêter et quels sont les mots associés à ce que vous recherchez? Si vous recherchez une ressource, est-ce qu'elle doit être multimédia? Le multimédia, c'est très large. Est-ce que ça pourra être de la vidéo? Si c'est de la vidéo, est-ce que vous pensez à des screencasts, à des enregistrements d'écran ou à des vidéos de cours? Quel format ça pourra avoir? Est-ce qu'on est sur du format MP4 ou audio en MP3? Est-ce qu'on veut des animations? Bon, les documents peuvent être aussi sonorisés ou sous PowerPoint. On a beaucoup de possibilités. Donc, pour vraiment avoir une image de ce qu'on peut récupérer comme résultat, n'hésitez pas à travailler avec l'outil de mind mapping, soit sur un papier ou de le faire en ligne avec un outil numérique, mais ça vous aidera à avancer dans votre recherche. Ensuite, une fois que vous avez utilisé cet outil puissant qui est Google, vous pouvez aussi, bien sûr, faire de la veille sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook sont des endroits où on va trouver des informations très pertinentes, notamment dans les groupes fermés sur Facebook. Vous êtes peut-être affilié déjà à un groupe comme les outils, des outils collaboratifs. Il y a des groupes aussi sur les formateurs en IFSI. Il y a beaucoup de groupes qui sont donc focalisés sur certaines thématiques et qui sont fermés, mais sur lesquels vous pouvez demander à être inscrit. Et donc, les informations qui circulent dans ces groupes, en général, ne sont pas forcément les mêmes informations qu'on va trouver sur Twitter ou même sur les sites web. On va avoir des informations, des liens vers des documents existants sur le web, mais il y a d'autres informations qui font plus partie de la manière vraiment dont on pratique la pédagogie, qui vont être des échanges de bonnes pratiques et qui sont intéressantes à suivre pour faire de la veille et pour trouver des idées. Sur Twitter, je ne sais pas si c'est un réseau social que vous utilisez beaucoup. En tout cas, on peut, en suivant certains experts, en suivant également les profils des outils qui sont utilisés en formation, avoir accès à une actualité très intéressante et on est sûr d'être réactif par rapport à ce qui se fait lorsque des nouveautés apparaissent dans les outils. On peut également suivre des institutions, des concurrents, de la même manière sur LinkedIn et Viadeo, qui sont des réseaux sociaux professionnels. On va suivre les profils qui sont similaires ou aller voir les différents sites, enfin pages. Là, on va parler de pages, hein, les pages des centres de formation qui sont sur ces réseaux. Donc, des informations à trouver. Si on veut maintenant récupérer l'information et la retravailler, on va la contextualiser. Donc là, on va faire le travail de curation, qui est un travail, je pense, intéressant à faire dans un centre de formation parce qu'il va vraiment permettre de comprendre pourquoi on a choisi telle ressource, pourquoi ce lien, ce site-là en particulier est intéressant. Donc les outils sont les outils que vous aviez repérés tout à l'heure, donc Scoopit, Pearl Trees, NetVibes, vous reconnaîtrez peut-être là les logos. Et un autre outil un peu moins connu par les francophones, c'est EdShelf. En allant faire un tour, vous pourrez découvrir aussi des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment parce qu'ils sont en anglais. Donc ces outils-là vous permettront de trouver des informations et aussi si vous vous inscrivez, si vous avez votre propre profil, vous aurez
vous pourrez rediffuser et utiliser ces informations. Donc la veille sur les ressources pédagogiques maintenant, elle va être encore plus efficace si vous allez consulter les ressources où vous créez ces ressources pédagogiques interactives, parce qu'on va avoir à disposition des banques de données, des banques de ressources créées elles-mêmes par les communautés de formateurs. Donc là, je clique et vous voyez que la liste s'agrandit. Je vais revenir en arrière. Là, la liste n'est pas terminée. Ce sont quelques exemples simplement d'outils de création de contenu. Vous en reconnaîtrez quelques-uns comme Learning Apps, Prezi, Emaze. Tous ces outils-là vous donnent accès à des ressources déjà créées. Alors, soit vous utilisez la ressource telle qu'elle, mais vous pouvez, sur certains d'entre eux, réutiliser ce qui a déjà été créé. Donc, on est sur des ressources réutilisables, donc ce qui est assez pratique quand on veut avancer dans une progression pédagogique et apporter des ressources. Donc ça, c'est une première chose, ne pas oublier d'aller voir vers les sites qu'on utilise. Et maintenant, je vais m'arrêter à ce que j'appellerais la veille de premier niveau, qui est une veille assez intéressante parce qu'elle ne va pas reprendre toutes les informations que l'on voit déjà circuler sur Internet. Parfois, vous vous dites, ah bah oui, ce site-là, j'en ai déjà entendu parler, je l'ai vu sur LinkedIn, je l'ai vu sur Facebook, sur Twitter, on voit toujours la même chose. Qu'est-ce que je fais de cette information? Donc, on va essayer à partir de cette ressource, déjà de la contextualiser, de se dire comment ça se fait qu'on parle de cette ressource, qui parle de cette ressource, donc de faire un petit peu d'investigation. Et puis, il y a aussi un petit caractère intuitif qui va faire qu'on va aller chercher un peu plus loin que la ressource en elle-même. La veille de premier niveau, c'est vraiment d'aller derrière, de lire entre les lignes et d'aller chercher derrière la ressource d'autres ressources encore plus pertinentes que personne n'aura encore trouvées et qui ne se retrouvent pas diffusées et rediffusées sans cesse sur Internet. Donc, ce n'est pas une technique forcément facile ou qui correspond à quelque chose que l'on a l'habitude de faire. Mais si vous avez besoin de ces pertinences d'informations, d'aller rechercher un peu plus loin, les conseils que je vous donnerai pour ne pas toujours arriver sur les mêmes résultats, c'est d'alterner entre vos moteurs de recherche. Si vous avez l'habitude d'utiliser Google et puis à un moment donné, vous dites « Ah ben, zut, je retrouve toujours les mêmes résultats », même en changeant vos mots-clés ou en changeant votre méthode de recherche, à ce moment-là, n'hésitez pas, changez, allez faire votre recherche avec d'autres moteurs de recherche. Il en existe d'autres, bien sûr que Google. Qwant est un des plus connus. Il y a aussi Search.me, enfin je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, vous pourrez l'utiliser et aller voir aussi quels sont les différentes les résultats que vous récupérez. Je vais être trop vite là. Je vais m'arrêter sur cette diapositive encore un petit peu parce que ce qui va vous permettre de trouver d'autres résultats, ce sont aussi les rebonds à partir d'un mot-clé que vous trouvez dans un document. C'est un mot qui n'est pas forcément très utilisé. Par exemple, vous allez rechercher ce qui va être dit par rapport à ce mot-clé. Vous pourrez aussi aller regarder dans les commentaires qui circulent sur vos propres réseaux sociaux, suivre les pistes de personnes qui vous suivent elles-mêmes et vous poser la question comment se fait-il que ces personnes-là me suivent? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes des choses intéressantes à montrer? Et puis, tout simplement, analyser vraiment le contexte de publication, de rechercher les documents qui sont associés
Et si un article a été fait, est-ce qu'il n'existe pas une personne qui parle dans une vidéo de cette thématique ou est-ce qu'il y a un podcast qui a été fait, une infographie? Voilà, à partir d'un document, essayez de voir si d'autres formats seraient susceptibles d'exister. Donc, la technique à appliquer, c'est ce que j'appellerais la technique des ricochets. Une information, un mot-clé va vous amener vers une autre information qui vous amènera vers une information encore plus précise, hein. Dans un premier temps, ça va être un grand ricochet et puis plus vous allez arriver au noyau de l'information, plus les ricochets vont être serrés. Et vous allez peut-être trouver l'information que vous recherchiez depuis longtemps ou que personne n'a encore trouvé et que vous allez pouvoir rediffuser. Et ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir en tête ce que l'on recherche et de se dire, tiens, comment se fait-il que l'information ne soit pas visible sur Internet? Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle sur ce sujet. Si moi, je me pose cette question-là, c'est que quelqu'un d'autre, sans doute, s'est déjà posé la question, donc il doit y avoir des réponses quelque part. Et en partant de cette posture, vous allez pouvoir trouver avec votre intuition, avec cette méthode des ricochets, l'information que vous souhaitez. Donc pour résumer, comment commencer pour faire de la veille et faire de la curation? On va définir sa stratégie, des axes de recherche, choisir des outils que l'on maîtrise, que l'on connaît, avec lesquels on est vraiment à l'aise. Ne pas hésiter, si on a besoin, si on a envie d'aller plus loin, à alterner entre les différents outils. Les outils de stockage d'informations, les outils de recherche également. Et aussi, ne pas hésiter à collaborer, à travailler avec plusieurs personnes, à mutualiser votre recherche sur Internet. Notamment avec l'outil Pearl-Tree, c'est vraiment un outil très efficace parce que vous pouvez faire une recherche sur les thématiques associées. Donc, voir sur le site quelles sont les perles, les collections qui ont été faites par d'autres formateurs et vous évitez d'aller rechercher ce qui a déjà été trouvé. Donc, la collaboration et la mutualisation font partie aussi de ce spectre des compétences à avoir quand on fait de la veille. Pensez à collaborer, à trouver l'outil adéquat et à définir des mots-clés, votre stratégie et vos axes de recherche. Et toujours, bien sûr, rester en éveil. Donc, pour cela, vous pouvez vous abonner à des newsletters. Si vous refaites de la veille sur le digital learning, il y a différentes newsletters qui existent. L'atelier du formateur en publie une régulièrement, donc chaque semaine. Et je vous conseillerais également d'aller voir le blog de Christophe Deschamps, qui est un expert de la veille, outil froid, et qui très régulièrement donc publie des informations sur la veille. Voilà, donc j'espère que maintenant vous êtes bien outillés pour faire votre propre veille et diffuser cette veille à tous vos collègues. Voilà, merci à vous et à bientôt.